Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Soumeylou Boubèye Maïga, écroué, l'ancien Premier ministre malien serait impliqué dans une affaire de fraude présumée. Celui qui fut également ministre de la Défense doit être interrogé sur l'achat controversé d'un avion présidentiel au cours de l'année 2014. Impulser une nouvelle dynamique à la Poste, les ambitions de la République démocratique du Congo, le pays entend réadapter ses services, une modernisation à l'ère de la digitalisation. La 16e édition des Jeux paralympiques qui a commencé le 24 août se poursuit au Japon. Focus à suivre dans ce journal sur la participation de l'Afrique qui table sur plusieurs médailles. Le président tunisien Kais Saied a appelé à plus de clarté au sujet de la durée des mesures exceptionnelles, appel lancé par une vingtaine d'organisations tunisiennes de défense des droits de l'homme qui exhortent également le chef de l'État à organiser un dialogue national sur les réformes politiques à engager. Cet appel des associations et organisations intervient plus d'un mois après la décision du président Kais Saied de geler les activités du Parlement et de démettre de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi. Soumeylou Boubèye Maïga est écroué depuis ce jeudi 26 août dans une affaire de fraude présumée. Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre de 2017 à 2019 de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Soumeylou Boubèye Maïga est placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire dite de l'avion présidentiel. Il s'agit de l'achat en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense d'un avion présidentiel, une acquisition épinglée par le bureau du vérificateur général, Aïssatou Bari. Au Mali, l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel et de surfacturation d'équipements militaires représentant à eux deux plus de 130 milliards de francs CFA. Il est soupçonné d'escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. Madame Boiré Félix Sissoko, ex-ministre des Finances, a été également inculpée pour les mêmes faits. Je pense que la transition cherche à se donner un second souffle parce qu'elle est beaucoup critiquée par rapport à son inertie. Disons, on ne sent pas d'évolution ou de prise en main des questions sécuritaires, on ne sent pas d'avancée par rapport aux élections et le dossier le plus brûlant sur lequel elle est attendue, en plus de l'organisation des élections et des questions de sécurité, c'est vraiment la lutte contre la corruption. L'affaire avait été classée sans suite en 2018, mais avait refait surface 2 ans plus tard, en mars 2020, sous l'instruction du ministre de la Justice de l'époque, Malik Koulibaly. Mais le procureur général près de la Cour suprême, Mamadou Timbo, a annoncé détenir de nouvelles preuves contre Soumeylou Boubèye Maïga. Nous voulons nous assurer que justice sera faite avant que les faits ne soient prescrits, car rien n'est plus dangereux pour la bonne santé d'une république que l'impunité. Depuis la mise en place du deuxième gouvernement de transition en juin, plusieurs personnalités de l'ancien régime ont été inquiétées. En juillet, c'est Moussa Diawara, autrefois chef de la sécurité d'État, qui a été écroué. Le 2 août, c'était au tour d'Adama Sangaré, l'influent maire de Bamako, de retourner à la case prison. Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, est pour sa part visé par un mandat d'arrêt international. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kone Moussa, et le président du Conseil militaire de transition, le Tchadien Mahamat Idriss Déby, se sont entretenus mercredi dernier une rencontre à N'Djamena dans l'objectif de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad. Accord signé en 2018, censé aboutir à la mise en place d'une force mixte chargée de la sécurisation des frontières. Viviane Bauken. Au Tchad, le président du Conseil présidentiel libyen et le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, se sont rencontrés à N'Djamena pour la première fois ce 27 août 2021. Dans les coulisses des échanges, N'Djamena a annoncé sa volonté de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad.
Vous savez, les 4 pays, la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad, qui ont déjà signé un accord en 2018, se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'instabilité très difficile. Donc maintenant, c'est l'occasion pour rendre opérationnel l'accord qui a été signé en 2018 et les 4 pays en ont vraiment besoin. Signé en 2018, cet accord quadripartite avait pour objectif de permettre la mise en place d'une force mixte pour la sécurisation des frontières. La sécurisation de la frontière tchado-libyenne est un véritable enjeu pour le Conseil militaire de transition tchadien. En avril 2021, c'est par cette frontière que le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad étaient partis de Libye pour tenter de renverser les autorités de N'Djamena. Vous savez, il existe en Libye plus de 7000 hommes armés appartenant à des différents mouvements rebelles. Et le FACT qui a lancé une offensive en avril dernier et qui a coûté la mort du maréchal Déby est parti de la Libye. Maintenant, après le décès du maréchal, les nouvelles autorités veulent en finir avec cette menace qui plane à la frontière libyenne. Et ceci à travers le dialogue, la réconciliation, en même temps en activant l'accord sur la sécurité qui engage les 4 pays. Élément clé de la rencontre entre Mahamat Idriss Déby et Moussa Al-Kone, c'est la possibilité de se coordonner d'une manière bilatérale ou à travers des canaux secondaires. Désormais, en cas de violation sécuritaire ou de menaces concernant 2 pays parmi les 4, les 2 nations attaquées peuvent se coordonner. Un financement de 32,7 milliards de francs CFA a été annoncé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale en faveur du Congo-Brazzaville. Un accord qui a finalement pu être trouvé, accord signé entre Rigobert Roger Andeli, ministre congolais des Finances, et Fortunato Ofamba Nchama, président de la BDAC. Ce financement doit participer à la construction du tronçon routier intégré au niveau du corridor reliant Brazzaville, la capitale congolaise, à Libreville, la capitale du Gabon. Les services postaux à l'ère du numérique, les supports digitaux ont bouleversé tout un écosystème, ce qui oblige les États à revoir leurs services. C'est notamment le cas de la République démocratique du Congo, un pays qui souhaite se mettre au diapason, moderniser sa poste afin de la mettre à l'ère de la digitalisation. Les précisions d'Ange Bijou Nobenio. La République démocratique du Congo a lancé un grand processus pour redynamiser sa poste. L'appareil a longtemps été négligé par les pouvoirs publics. Avec l'arrivée du président congolais Félix Tshisekedi, un certain nombre de chantiers ont été mis en place pour développer le secteur. Et parmi ces projets, il faut compter le service de la digitalisation, de la numérisation et même du timbrage des colis à envoyer. Le défi que représente la poste de la RDC est assez immense, c'est colossal. Puisque au bout des 30 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement majeur au niveau de la Poste. Bien au contraire, quand il n'y a pas d'investissement, on recule. Donc les infrastructures sont dans un niveau de délabrement quand même assez avancé. L'outil postal en lui-même, l'outil de travail postal, la formation des cadres, tout ça, ce sont des défis qui sont assez importants pour nous. Mais nous n'avons pas dormi. Cela fait à peu près 4 mois que je suis de retour aux affaires au niveau de la poste congolaise. Nous avons lancé des initiatives qui sont assez fortes. Le codage des adresses fait partie des innovations qui ont été apportées à la poste congolaise. Ce service n'existait pas avant jusqu'à ce qu'il ne fasse irruption. Toutes les adresses postales étaient auparavant codées avec l'indicatif téléphonique du pays. La nouvelle administration a donc décidé de lancer un service de codage en bonne et due forme. Depuis que la RDC existe, il n'y a jamais eu de codes postaux en RDC. Donc pour la toute première fois en RDC, il y a des codes postaux. L'arrêté a été signé et ça va être promulgué dans les jours à venir. Et comme cela, ça sera en ligne. Tout le Congolais du monde entier, plutôt que d'utiliser, quand on nous demandait souvent quel est votre code postal, des fois on disait 00243. Et après les gens, non, ça c'est le préfixe de télécom, mais le code postal c'est quoi? Donc désormais, nous avons des codes postaux dans notre pays. D'autres projets de modernisation sont en cours de réalisation, aussi bien pour le secteur de la poste que pour le secteur de la télécommunication.
Il faut noter par ailleurs que la RDC était bien présente au 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est tenu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies souligne la nécessité de renforcer la coopération dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un partenariat nécessaire car les campagnes de vaccination ont pris du retard en Afrique en raison notamment du faible approvisionnement en doses, principalement capté par les pays les plus industrialisés. Mildred Yamou. L'Afrique accélère sa campagne de vaccination face à une troisième et quatrième vague de la pandémie de Covid-19 plus virulente, alors que plusieurs pays africains signalent désormais ces vagues plus meurtrières sous l'effet des variants Alpha et Delta. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC continue d'encourager la population à s'atterrer massivement à la vaccination. Lançons tous une campagne sur ce que j'appelle un contrat social qui signifie que je suis vacciné pour me protéger, pour protéger mes proches et pour protéger ma communauté. Nous devons prendre nos responsabilités individuelles. Cette démarche nous aidera à connaître notre statut Covid-19 afin de prendre des mesures personnelles contre le virus. Ce contrat social est nécessaire actuellement. Les vaccins préviennent les maladies, les hospitalisations et les décès. Africa CDC annonce par ailleurs la formation de 1900 spécialistes de santé pour accompagner la riposte des pays africains qui connaissent une résurgence des virus Ebola et Marburg. L'institution a également signé le 25 août 2021 un accord avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le but de renforcer l'approche communautaire contre les pandémies, les campagnes de dépistage et de vaccination. Nous ne pouvons pas empêcher l'apparition de maladies, mais nous pouvons prendre des mesures pour freiner leur propagation. Nous devrions, en tant que continent, renforcer notre système de santé dans les domaines du développement et de la main-d'œuvre, de la surveillance, des tests de laboratoire, et c'est ce genre de partenariat sur lesquels nous travaillons actuellement pour sauver des vies. En vue de sensibiliser sur l'importance de la coopération dans la lutte contre les maladies, Africa CDC va organiser les 1er et 3 novembre 2021 un programme spécial de santé. Selon les derniers chiffres de l'institution, au 26 août 2021, l'Afrique comptait 7,6 millions de cas confirmés, 6,7 millions de guérisons, soit 88% le taux de guérison et 191 000 décès. Un peu plus de 2 semaines après la cérémonie de clôture des JO de Tokyo, la 6e édition des Jeux paralympiques a commencé mardi. Plus de 4000 athlètes issus de plus de 130 délégations doivent s'affronter jusqu'au 5 septembre. Des athlètes venant notamment du continent africain, une délégation africaine plus que jamais motivée. C'est un sujet signé Philomentine. Reportés en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus, les Jeux paralympiques se tiennent à Tokyo, au Japon, du 24 au 5 septembre 2021. Parmi les 4400 athlètes qui s'affrontent, les athlètes africains tenteront de faire aussi bien qu'à Rio de Janeiro, au Brésil, il y a 5 ans. La Nigériane Latifa Tidjani a déjà remporté la première médaille d'or africaine en para-powerlifting des moins de 45 kg. L'Algérienne Chérine Abdelawi a aussi empoché l'or dans la catégorie des moins de 52 kg B1. Je pense, moi, personnellement, que sur des épreuves que j'appelle des épreuves purement physiques, comme l'athlétisme, toutes les épreuves de course, on pourra faire quelque chose de bien. Maintenant, sur des disciplines que j'appelle des disciplines tactiques, techniques, des disciplines avec appareillage, là, ça risque d'être compliqué parce qu'on n'a pas cette habitude-là. On risque d'avoir des problèmes. La Nigériane Luki Ejike s'apprête elle aussi à disputer ses 6e Jeux paralympiques avec de grandes ambitions. La Sud-Africaine Gotatso Montjan espère mieux faire qu'à Rio, où elle avait été éliminée en 2e tour. Concernant les sports collectifs, la sélection nationale égyptienne masculine de volley-ball assis représente probablement l'une des meilleures chances de médaille pour l'Afrique. Les fédérations handisport en Afrique ne sont pas malheureusement très soutenues, mais voilà, j'espère quand même que l'Afrique pourra tenir la dragée haute. Je fais aussi la différence entre les athlètes du Maghreb qui ont plus ou moins l'habitude de travailler avec des appareils par rapport aux athlètes d'Afrique noire qui, malheureusement, à cause du coût aussi de ces appareils-là. 22 disciplines sont au programme de ces 16e Jeux paralympiques avec l'entrée cette
cette année du badminton et du taekwondo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.